l'État va s'adresser à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi 11 décembre 2024. Le premier discours de son second mandat qui sera axé sur plusieurs questions, probablement celle du changement de la Constitution. Dans ce journal, vous suivrez un récit sur ce qui pourrait être dit demain par le président de la République. À l'international, dans un contexte des tensions sur l'offre du maïs, les autorités nigérianes veulent assurer l'approvisionnement local pour cette première céréale la plus cultivée et consommée. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette livraison de l'actualité. Commençons avec cette information. Le Parlement est convoqué en congrès ce mercredi 11 décembre 2024, une occasion pour les sénateurs et les députés nationaux d'écouter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prononcera son discours bilan de la première année de son second mandat constitutionnel. Ce discours intervient à un moment où un débat sur la révision ou le changement de la Constitution anime le pays. Dans mon mat, Blaise Kozola. Ces congrès offrent au chef de l'État la tribune idéale pour exposer son projet de révision et ou de changement de la Constitution, un projet qu'il avait déjà présenté à la population de Kisangani en octobre dernier lors d'un meeting populaire. C'est l'occasion pour lui d'expliciter les motivations qui sous-tendent ces projets qui suscitent des divisions au sein de la classe politique. Ce discours sera d'autant plus significatif qu'il s'agit de son 6e discours depuis son accession à la magistrature suprême et du premier de son second mandat. Le chef de l'État pourra aussi aborder l'ensemble de la situation générale de la nation, en commençant par les domaines de la défense et de la sécurité, en passant par la politique, l'économie et les finances, jusqu'à la question de la justice. La situation sécuritaire, particulièrement préoccupante en raison de l'occupation de certains territoires du Nord Kivu par l'armée rwandaise, sera probablement au cœur de ses préoccupations. Il reviendra sur les démarches entreprises pour obtenir le retrait de troupes rwandaises et les désarmements de groupes terroristes comme le M23 qui occupent les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Walikale malgré les accords de cessez-le-feu signés sous médiation angolaise. Le président abordera également la situation socio-économique du pays marquée par la perte de pouvoir d'achat des Congolais. Il évoquera la conclusion du premier programme avec les FMI et la validation d'un accord préliminaire pour 2 nouveaux programmes soutenus respectivement par la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité, représentant un total de 2,87 milliards de dollars. En outre, il reviendra sur les mesures prises par les gouvernements pour soulager les difficultés économiques de la population. Le discours du président interviendra à 4 jours seulement de la clôture de la session budgétaire prévue pour le 15 décembre 2024. À cette date, l'Assemblée nationale aura déjà adopté le projet de loi portant reddition de comptes pour l'exercice 2023 ainsi que le projet des budgets rectificatifs pour 2024 et les budgets pour 2025. Les sénateurs, de leur côté, ont adopté les 3 premiers textes et les projets de budget pour l'exercice 2025 est actuellement sous examen au niveau de la commission ECOFIN. Ces discours s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 77 de la Constitution qui stipule que le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Toujours en rapport avec cette adresse du président de la République à la nation ce mercredi 11 décembre au Palais du Peuple, la société civile du Nord Kivu rappelle au président de la République les attentes prioritaires de la population pendant son 2e mandat, alors que celle du Kwilu, le vœu de la population congolaise, n'est pas essentiellement tournée sur la question relative au changement ou à la révision de la Constitution. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'adressera à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi 11 décembre 2024 au Palais du Peuple. Quelles sont les attentes de la population pour la société civile du Nord Kivu? Le président de la République doit tenir compte des attentes prioritaires de la population pendant son 2e mandat. Il s'agit notamment de la paix, les changements de la Constitution, la levée de l'état de siège et de mettre fin aux tracasseries dans cette province. Nos attentes par rapport au discours de la nation que va prononcer le président de la République, c'est d'abord, nous, la population du Nord Kivu, on a besoin de la paix.
le président avait promis mettre fin au massacre à Beni, mettre fin au phénomène M23, mais aujourd'hui, ça continue. Nous pensons aussi que nous demandons au président, qu'est-ce qu'on attend, c'est que le président se désengage dans sa campagne du changement de la Constitution. Le peuple congolais n'est pas prêt. Le problème du Congo, ce n'est pas la Constitution, c'est la mauvaise gouvernance. Il doit se mettre sur le chemin de mettre fin à la corruption, de mettre fin au détournement et d'arrêter tous ces gens-là qui violent les droits de l'homme en RDC. De son côté, l'activiste Dan Idi Makanda d'Irizo Pona Congo, l'éveil de la population congolaise n'est pas essentiellement tourné sur la question relative au changement ou à la révision de la Constitution. Une année après, il est important pour le chef de l'État de faire les points sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Le vœu de la population congolaise n'est pas essentiellement vraiment tourné sur la question relative au changement ou à la révision de la Constitution. Il est temps pour les chefs de l'État aussi de voir, de nous dire ouvertement quelles sont les avancées notables qui ont été réalisées par rapport aux objectifs qu'il s'est assigné pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise et qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelles sont les perspectives à venir. Ce discours doit être tourné essentiellement sur les propriétés assignées du chef de l'État lors de son discours d'investiture, notamment sur les plans de la gouvernance, de la sécurité et de l'économie. La sécurité au Nord Kivu qui fera également l'objet d'un commentaire de la part du chef de l'État dans son discours demain devant le Congrès suscite des préoccupations. Les commandants des FARDC et des Wazalendo sont appelés à faire régner la discipline dans leur rang afin de permettre aux Gomatraciens de fêter en toute quiétude en cette fin d'année. Aucun de leurs militaires ne doit se promener armé dans la ville, a ordonné le gouverneur militaire par intérim du Nord Kivu. À plus de précision dans ce propos recueillis auprès du porte-parole de l'armée dans cette partie de la RDC, le colonel Guillaume Andjike. Afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la sécurisation de la population en province du Nord Kivu pendant ces périodes de festivités, à savoir la Nativité de Christ, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2025, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, appelle tout le commandant des unités FARDC et PNC, ainsi que les responsables des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, à bien devoir tenir à l'œil les hommes sous leur commandement respectifs. Pour ce faire, l'autorité provinciale interdit toute présence d'hommes en uniforme ainsi qu'en armes sans autorisation dans les villes, au milieu public, dans les débits de boissons et restaurants. L'application de cette mesure ne doit souffrir d'aucune faille. Les récalcitrants seront déférés devant la justice militaire. Toujours à propos de la sécurité dans cette partie du pays, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a pris part ce lundi 9 décembre 2024 à la 9084e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies, consacrée notamment à la situation sécuritaire à l'est de la RDC provoquée par le M23 sous couvert du Rwanda. Thérèse Kaikwamba a précisé que 3/4 des déplacés en RDC sont liés au conflit avec le Rwanda et le M23. Patience le Kiki. La situation sécuritaire à l'est de la RDC était au cœur de l'intervention de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, lors de la 9804e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de sa prise de parole, la chef de la diplomatie congolaise a fait savoir que près de 3/4 des déplacés en RDC sont liés au conflit avec le Rwanda et les M23. Près de 3 déplacés sur 4 en RDC cette année sont liés au conflit avec le Rwanda et le M23, exacerbant une crise humanitaire déjà dramatique. Par ailleurs, des déplacements prémédités de civils, combinés à la nomination
illégitimes d'autorité coutumière et territoriale imposées par le M23 traduisent une volonté claire de redessiner la composition démographique des territoires sous leur contrôle. Ces pratiques, qui s'apparentent à une épuration ethnique, visent à établir un contrôle durable tout en sapant les structures sociales et culturelles existantes et en exacerbant les tensions locales. En réaction à des affirmations incongrues du Rwanda, elle a précisé qu'elle ne blâme pas le pays de 1000 collines pour tous les maux de la RDC, mais plutôt pour la présence illégale de ses troupes sur les sols congolais. D'emblée, soyons clairs, je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire, le massacre de Kishishe, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Selon Thérèse Kaikwamba, la RDC ne demande pas une faveur, mais exige plutôt que le droit international soit respecté. Nous ne demandons pas de faveur, mais nous exigeons que le droit international soit respecté, que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit protégée et que la responsabilité des actes commis soit pleinement assumée. Elle a rassuré par ailleurs que la République démocratique du Congo, résolument engagée en faveur de la paix, en s'appuyant sur le principe du dialogue et du multilatéralisme. Une brève dans ce journal, la désignation de 4 ressortissants congolais dans le cadre du programme mondial des récompenses pour la justice pénale. Le département d'État américain a désigné 4 ressortissants de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme mondial de récompenses pour la justice pénale. Évariste Ilunga Lumu, Merove Mutombo, Gérard Kabongo et Jean Koutenelou Badibanga sont recherchés pour leur rôle dans le meurtre en 2017 du citoyen américain Michael Sharp, expert des Nations Unies, et des 3 autres collaborateurs. Les 4 hommes sont accusés de crimes de guerre et sont recherchés par la Haute Cour militaire de la RDC. Les États-Unis offrent jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à leur arrestation. Ce programme soutient la lutte contre l'impunité et les crimes de guerre à l'échelle mondiale. La Journée mondiale des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre, commémore l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, en République démocratique du Congo, cette journée met en lumière les graves injustices qui persistent, notamment en raison de la guerre à l'est du pays, des conditions de vie précaires, des agressions contre les journalistes notamment. Alors que le monde célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des droits de l'homme, la République démocratique du Congo se trouve à un carrefour critique, confrontée à des violations flagrantes de ses droits fondamentaux. Dans l'est du pays, la guerre fait rage, exacerbant une crise humanitaire de grande ampleur qui touche des millions de Congolais. Les conflits armés, alimentés par des intérêts géopolitiques et économiques, engendrent des souffrances incommensurables de déplacés massifs de populations. Notamment les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme font face à des menaces nombreuses allant de l'intimidation à l'assassinat dans un climat de peur et de répression. En cette journée symbolique, il est impératif de rappeler au gouvernement et à la communauté internationale leur devoir de protéger les droits humains, de soutenir un avenir pacifique et juste pour la République démocratique du Congo. Et sur le plan social et sanitaire, la maternité des sœurs de Kisangani a accueilli ce mardi la cérémonie de la célébration de la première année du programme de gratuité de la maternité et de prise en charge du nouveau-né, un premier paquet de soins dans le cadre de la couverture santé universelle en RDC. Cet événement s'inscrit également dans le cadre de la Journée internationale de la couverture santé universelle. Le thème retenu pour cette célébration
déclaration était Kobota Elengi, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie, aucun enfant ne doit mourir en venant au monde. Domomat y reviendra avec force détails dans notre édition du mercredi. Et dans le domaine du sport, alors que l'Angola a fêté son 16e sacre dans une Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin, la République démocratique du Congo a célébré de son côté la réussite de l'organisation de cette compétition. Ce rendez-vous était un véritable test pour la RDC après le 9e jeu de la francophonie. Le résultat est sans conteste un succès. Blaise Kozola nous en dit plus. Malgré le peur de certains sceptiques, tout s'est bien passé. Pas d'accroc majeur pour cette première CAN en terre congolaise. La 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin s'est déroulée sans incident majeur. Même l'élimination des Léopards dames en quart de finale n'a pas gâché la fête. Les supporters congolais ont apprivoisé les autres équipes et ont brandi leur drapeau tout au long du tournoi. Les dirigeants de la Confédération africaine de handball ainsi que les délégations des pays ayant participé à cette compétition ont été impressionnés aussi par la logistique moderne et la qualité des infrastructures. Ils comptent désormais sur le Congo-Kinshasa pour transmettre son savoir-faire au reste du continent. L'événement a sans nul doute injecté une forte dose de fierté pour le pays. Lors de la cérémonie de clôture, le dirigeant de l'instance africaine a exprimé sa satisfaction, saluant également la volonté politique des autorités congolaises. Mansourou Arimou a surtout loué la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, laquelle a été bel et bien mise en évidence par le comité d'organisation de la CAN Handball 2024, dirigé par Amos Mbayo. Le patron de la CAB a encouragé les dirigeants congolais des autres disciplines sportives à mettre à profit l'expérience acquise au cours de la CAN Handball féminin 2024 pour remporter une autre victoire, celle des défis sociaux et économiques. Le Béninois a ainsi assuré qu'il reparte avec un sentiment d'inachevé, espérant un retour au Congo-Kinshasa pour d'autres échéances. Après le 9e jeu de la francophonie organisé en 2023, Kinshasa a encore fait parler d'elle pour la CAN de handball 2024. Un intervenant dans ce journal, il s'agit de Blaise Kozola. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Alors vous avez participé à cette CAN handball senior dame. Alors qu'avez-vous pensé de l'organisation de cette CAN ? Bon, disons d'emblée que le comité d'organisation de cette CAN de handball a fait un très grand travail. C'est vrai, les temps ont été raccourcis. On se disait même, est-ce que la compétition aura finalement lieu parce qu'on ne voyait presque rien. Mais le comité qui dirige M. Amos Mbayo a fait un grand travail avec, bien sûr, l'accompagnement du gouvernement congolais qui, en tout cas, a aidé à ce que ces assises aient lieu à Kinshasa. Et pendant la compétition, on a vécu quelque chose de très très spécial, parce que le Congolais, après le 9e jeu de la francophonie, a encore répondu présent, ou ont encore répondu présent à cette grande fête du handball continental. C'était excellent. On a vu des supporters congolais qui ont pu prendre la défense de certaines équipes nationales, par exemple l'Angola qui avait tellement de supporters qu'on s'est demandé tous sont-ils des Angolais. Donc c'était bien, c'était beau à voir. On a vu le Congolais brandir les drapeaux du Sénégal, par exemple. Au moins, on voit un autre sport que le football a intéressé les Congolais. Justement, l'RDC, voilà, l'RDC qui, les Quinois ne connaissaient pas totalement le handball. Vous savez, le handball existait déjà, mais comme quelqu'un l'avait dit, on venait suivre une compétition, mais qu'on ne connaissait pas trop les règles, ni les tenants, ni les aboutissants, mais le spectacle était vraiment au rendez-vous. Donc, on peut dire que sur le plan organisationnel, l'RDC, au travers de cette CAN, a encore prouvé qu'elle pouvait mieux faire. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, bien sûr, c'est logique, mais le pays a accueilli cette compétition, en tout cas dans les standings et les standards internationaux. C'était merveilleux, je vous assure, et même le président de la CAB, la Confédération africaine de handball, l'a reconnu et a dit que Kinshasa était donc au centre de toute
les activités du handball continental, mais aussi international. Donc, on peut dire que sur le plan de l'organisation, on peut donner même 80 ou 75% au comité Amos Mbayo pour cette CAN. Les joueurs étaient bien logés, les terrains étaient agréables, les supporters ont répondu présent parce que l'accès était en tout cas gratuit. Donc, voilà. En termes d'organisation d'événements sportifs, l'année dernière, nous avons eu le 9e jeu de la francophonie qui a été une réussite. Et cette année, nous avons cette CAN Handball Senior Dames. Alors, pensez-vous que la RDC peut-elle à présent organiser des grandes compétitions? Je crois qu'un travail peut continuer à être fait et à être réalisé parce que organiser déjà le 9e jeu de la francophonie où on a eu une vingtaine de pays du monde francophone venir à Kinshasa était déjà une grande réussite, et organiser encore une CAN dans laquelle il y a eu 12 équipes féminines, c'est encore bien. Je crois que progressivement, la République démocratique du Congo est en train de montrer une nouvelle image d'elle dans le sport surtout, et je crois que dans les jours à venir, déjà, avec ces pas franchis de commencer maintenant à organiser des compétitions internationales ici au pays, je crois bien que la République démocratique du Congo peut encore faire mieux. Pourquoi pas organiser une CAN de football, par exemple, ici en République démocratique du Congo, bien qu'un travail peut encore continuer dans les infrastructures tant sportives que d'autres. Donc, il est important de savoir que le pays a fait une marge de progression sur le plan organisationnel aussi. Donc, je crois que dans les jours à venir, l'RDC peut encore être retenue. Pourquoi pas faire une CAN de basket, une CAN de football, dans d'autres disciplines en tout cas. Ça sera la bienvenue, mais seulement on doit continuer à bien faire les choses pour vendre au mieux l'image de la République démocratique du Congo. Voilà, c'était tout. Merci à vous, Blaise Kouzola. Je vous remercie, Damel Mojinga. Toujours en sport, le sélectionneur des Léopards, Aprim Otis Ngoma, a rendu publique la liste des 24 joueurs sélectionnés pour la double confrontation face au Tchad, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2025. Si plusieurs cadres ont été convoqués, aucun nom des joueurs évoluant au Daring Club Motema Pembe n'y figure. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le sélectionneur principal de l'équipe Aprim de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma, a dévoilé la liste de 24 léopards locaux sélectionnés pour affronter le SAO du Tchad en marge des éliminatoires de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie en 2025. Sur cette liste figure le nom de plusieurs cadres et étoiles montantes de la sélection congolaise, entre autres Badjo Siadi, Jackson Lunanga, Ernest Luzolo, Orso Mwaku, Jefte Kitambala, Sozeze Manga, Agé Basiala, Ibrahim Matobo, Jonathan Ikangalombo, Oscar Kabuit et Brudel Efongue. Signalons par ailleurs qu'aucun joueur du Daring Club Motema Pembe n'a été convoqué. Le fauve congolais vont affronter les SAO du Tchad lors de ces éliminatoires. Le match aller est prévu dans un terrain neutre en Côte d'Ivoire entre le 20 et 22 décembre prochain. Et le match retour aura lieu une semaine plus tard au stade de Martyrs de Kinshasa. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. Dans un contexte international, un bouleversement majeur a eu lieu. Le régime de Bachar el-Assad en Syrie a connu une chute depuis dimanche dernier. À Paris, les Syriens qui y vivent ont célébré la libération de la Syrie du régime dictatorial. La correspondance particulière avec notre confrère Patrick Mangala. Le régime de Bachar el-Assad vient de s'effondrer ce dimanche 8 décembre 2024. Après 14 ans de guerre civile, les rebelles affirment avoir pris contrôle de Damas, siège des institutions. Ici, à la place de la République en France, des milliers et des dizaines de Syriens sont venus célébrer cette victoire. Nouvelle de joie, parce que ça faisait très très longtemps que les Syriens n'avaient pas vécu un moment de joie. La dictature, 53 ans, le séisme, alors tout le monde a oublié, mais le séisme il y a 1 an, 2 ans. Et là aujourd'hui, moi je suis très très contente de célébrer avec mes concitoyens leur joie. C'est vraiment un réel bonheur, quoi. Voilà.
plus que contents. On a toujours attendu ce jour. Cette nuit, on a fait la fête, on n'attendait que ça. À 5 h du matin, on nous a dit réveillez-vous, c'est bon, il n'y a plus Bachar, il s'est enfui, il a disparu. Voilà, on attendait que. Vraiment, je veux vraiment rendre hommage à toutes ces personnes qui sont parties, à notre pays qui s'est détruit. Aux gens qui ont combattu pour notre pays, notamment un grand gardien connu, Abdelbasset Salout, Allah yarhamou. On donne vraiment notre hommage à tous ces gens qui ont combattu. Plusieurs dirigeants du monde entier ont salué la fin de ce régime de Bachar al-Assad. Ici à France, le président Emmanuel Macron a posté sur ses réseaux sociaux « L'état de la barbarie est tombé ». Il en a profité pour rendre hommage au peuple syrien. Au Nigeria, le maïs est la première céréale cultivée et consommée dans le pays. Les autorités veulent assurer l'approvisionnement local du marché dans un contexte de tension sur l'offre. Francine Moukeba. Au Nigeria, le Sénégal a adopté un projet de loi qui vise à décourager l'exportation des maïs sous forme brute. Les projets des contextes consultés par un inter rendra illégale la sortie de maïs du territoire à partir d'une tonne. Pour les contrevenants, il prévoit des sanctions contre les paiements d'une amende représentant la valeur de la marchandise confisquée ou une peine d'emprisonnement d'1 an. L'objectif affiché par les autorités est de limiter les exportations informelles vers les pays voisins afin d'assurer un approvisionnement confortable du marché intérieur. En effet, avec la faiblesse du Naira, les commerçants et négociants misent sur les ventes vers les pays d'Afrique de l'Ouest et du centre pour faire plus de gains après la conversion à partir du franc CFA. Si officiellement, les exportations de maïs du pays sont comprises entre 50 000 et 75 000 tonnes par an, les observateurs ont dit que ce flux pourrait être sous-estimé en raison de l'importance des échanges non comptabilisés dans cette région. Quoi qu'il en soit, la mesure proposée par le Sénat, qui doit encore être approuvée par le président Bola Tinubu, intervient dans un contexte marqué par l'insécurité alimentaire aiguë qui touche plus de 30 millions de personnes selon les données officielles et par une pression accrue sur la filière maïs. En effet, la production de la céréale devrait atteindre 11 millions de tonnes en 2024-2025 d'après les dernières prévisions du département américain de l'agriculture. Dans ce contexte, l'offre réduite sera partagée entre la croissance de la consommation humaine et d'autres usagers comme l'industrie des boissons et surtout l'alimentation animale. Ces derniers segments absorbent déjà à lui seul près de 45% de la production de maïs, principalement pour l'industrie avicole. Place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires de Dans Mon Mat. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Nous débutons avec Info 27 qui aborde l'ouverture des états généraux du portefeuille en RDC. Le journal écrit un nouveau cap pour la gouvernance en RDC. Le gouvernement, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi, a lancé ses états généraux avec l'objectif ambitieux de refonder le portefeuille de l'État afin de construire une RDC prospère. Ces processus lancés à Kinshasa s'inscrivent dans une vision claire, faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social. Durant 5 jours, les travaux se concentreront sur un diagnostic des faiblesses structurelles et managériales des entreprises publiques avec pour objectif l'adoption des réformes audacieuses. Cette démarche vise à instaurer une gestion rigoureuse et à garantir une contribution effective de ces entreprises à la croissance du pays. Passons à l'actualité judiciaire, rapportée par Forum 2As. Le confrère évoque un incident grave survenu au parquet de Kalamou, où le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a ordonné l'ouverture d'une action disciplinaire et pénale contre 2 magistrats. Ces derniers sont accusés d'avoir libéré un prévenu suspecté d'homicide, une affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, la tempête des tropiques revient sur la célébration
à Kinshasa de la journée internationale de la lutte contre la corruption. À l'occasion, le président Tshisekedi a souligné que la lutte contre la corruption n'est pas le monopole de quelques-uns, mais un effort collectif. Il a appelé les inspecteurs des finances à la persévérance et à la rigueur dans leur mission. Le chef de l'État a également insisté sur la responsabilité de chaque citoyen dans ces combats. Chaque citoyen, qu'il soit fonctionnaire, commerçant, enseignant, militaire, politique, élève ou paysan, doit se sentir engagé dans ces processus. Fin de citation. Dans la suite de son discours, le phare rapporte que le président a insisté sur le rôle crucial de la jeunesse dans cette lutte. La mobilisation de la jeunesse ne doit pas être un simple slogan, a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette jeunesse, à la fois victime de la corruption et porteuse de l'énergie nécessaire pour y mettre fin, doit faire le choix de l'intégrité et du bon combat. Enfin, nous terminons avec un point de vue de l'Église catholique sur le projet des révisions constitutionnelles relayé par le journal. Dans Face à Face sur Top Congo FM, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), a clarifié la position de l'Église. L'Église n'est pas contre le principe de réfléchir sur la Constitution, a-t-il déclaré. Toutefois, il précise que réfléchir est une chose, mais s'engager à réviser ou changer la Constitution en est une autre. Il a souligné que les évêques, bien couverts à la réflexion, préfèrent consulter des experts apolitiques et responsables en soulignant que les évêques se comportent en toute responsabilité, loin des influences externes liées à l'argent et au pouvoir. Ainsi se termine cette revue de presse. Merci de votre attention et à bientôt. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Place au rappel des titres. Le chef de l'État va s'adresser à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi 11 novembre 2024. Le premier discours de son second mandat qui sera axé sur plusieurs questions, probablement celle du changement de la Constitution. Vous avez suivi dans ce journal un récit sur ce qui pourrait être dit demain par le président de la République. Et à l'international, dans un contexte des tensions sur l'offre du maïs, les autorités nigérianes veulent assurer l'approvisionnement local pour cette première céréale la plus cultivée et consommée. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre aimable attention. Je vous dis au revoir et à bientôt.